Bonjour à tous et à toutes et merci de participer au webinaire que nous organisons ce jeudi. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de l'ICFD sur le reportage des crises mondiales. C'est un forum, comme vous l'avez entendu, du Centre international pour les journalistes basé à Washington. Aujourd'hui, nous sommes au 10 novembre, 4 jours après le démarrage des activités du sommet sur le climat, la COP27, qui se tient cette année en Égypte dans un contexte d'événements climatiques extrêmes et de vagues de chaleur observables partout. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Nos activités humaines dans les divers secteurs de l'industrie, des transports, de l'énergie, de la pêche ou de l'agriculture sont responsables de la dégradation de l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, nous sommes tous concernés parce que cela touche à l'air que nous respirons, à l'eau que nous buvons, au sol que nous exploitons pour nos cultures, à notre sécurité alimentaire et à notre santé. C'est une question de vie et de mort, surtout quand on sait, selon une étude publiée dans The Lancet Planetary Health, que la pollution de l'air, de l'eau et des sols cause 3 fois plus de morts que le sida, la tuberculose et le paludisme. Alors, lorsque les journalistes couvrent un enjeu aussi complexe, aussi sensible, aussi vaste que l'environnement, comment s'assurer de proposer aux rédacteurs ou aux éditeurs de bons sujets d'articles, des sujets qui permettent au public de mieux comprendre l'urgence de la situation. Nous discuterons au cours de ce webinaire des meilleurs sujets environnementaux qui offrent une perspective qui n'est souvent pas incluse dans la conversation. Comment réaliser un reportage ou une enquête de qualité sur l'environnement. Pour en parler, c'est un réel plaisir pour moi d'accueillir autour de cette table ronde virtuelle 2 invités exceptionnels, 3 normalement, puisque nous avons également invité M. Yuba Sokona, qui nous a donné son accord de principe, le vice-président du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, qui est actuellement en Égypte pour participer à la COP27 et qui nous a assuré qu'il viendra. Nous espérons qu'il nous rejoindra certainement au cours de cette session. Nous avons ici devant nous Madame Augustine Kassamboulé. Elle est la coordinatrice régionale du Rainforest Journalism Fund pour le bassin du Congo au centre Pulitzer. Bonjour Madame Kassamboulé et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Kossi, et merci pour cette opportunité que tu nous offres. Vous n'êtes pas la seule sur ce panel, Monsieur Daouda Sow, qui essaye de se connecter. Certainement un problème technique de sa part. J'espère qu'avec lui, il trouvera une solution tout de suite pour participer à la session. Mais je voudrais rappeler aux participants, aux participantes que cette session se veut vraiment interactive. Je l'imagine comme une conférence de rédaction où ensemble, on mûrit nos réflexions, où on discute ensemble. Il n'y a pas vraiment c'est pas une masterclass, un professeur, un élève, mais c'est des journalistes entre eux qui discutent des meilleurs sujets environnementaux. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, vous pouvez les poser dans les commentaires sous la vidéo, on dirait dans le groupe privé du forum, pour ceux qui nous suivent dans le groupe privé du forum. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent directement via Zoom, vous pouvez seulement entrer vos questions ou les soumettre dans la boîte de discussion qui est en bas de votre écran. Ma première question pour vous, Madame Augustine Kassamboulé, vous êtes la coordinatrice régionale du Rainforest Journalism Fund et vous évaluez souvent les demandes de subventions des journalistes qui veulent mener ou réaliser des reportages sur l'environnement ou sur le bassin du Congo. Mais est-ce qu'il vous arrive parfois de refuser j'imagine qu'il vous arrive de refuser des propositions, mais pour quelles raisons? Ouais. Ah, ça, c'est une très bonne question parce que c'est une question qui revient souvent. Tu sais, quand il y a une organisation telle que la nôtre qui accorde des subventions aux journalistes, nous avons d'abord les domaines que nous couvrons, les domaines que nous acceptons, c'est l'environnement, comme on le disait tout tantôt, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. L'environnement est vaste, c'est un domaine qui est très vaste. Nous ne pouvons pas accorder de sous pour la couverture de tous les secteurs environnementaux. Nous nous sommes limités
à tout ce qui est lié au changement climatique, à la forêt, aux moteurs de déforestation, et aux solutions à ces genres de choses. Et lorsque quelqu'un vient avec un sujet qui ne cadre pas avec notre domaine d'intervention, je comprends tout de suite que ce sujet-là, nous allons l'écarter. Mais il y a aussi autre chose. Nous accordons des subventions pour des sujets qui sont peu reportés, c'est-à-dire peu médiatisés. Mais lorsque les gens viennent avec des sujets qui sont des sujets d'actualité, nous nous posons la question pourquoi nous allons accorder une subvention pour que quelqu'un fasse un sujet d'actualité alors que le sujet d'actualité, ce sont tous les médias qui en parlent. Mais nous accordons par contre les subventions pour permettre aux journalistes d'aller sur le terrain, tu vois, au lieu d'attendre à ce que ce soit les autres qui leur apportent l'information à travers des séminaires, à travers des conférences de presse, mais qu'eux-mêmes aillent à la source, qu'ils aillent chercher eux-mêmes l'information, qu'ils aillent eux-mêmes confronter tout ce qu'ils apprennent à partir de leur bureau, à partir de la ville, mais qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils reviennent avec une information bonne et vérifiable, objective. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous accordons ces financements. Et donc, c'est vrai que nous rejetons les propositions qui ne cadrent pas avec ce que nous faisons. Il y a des propositions qui ne répondent du tout pas. Et là, ce que j'aimerais d'emblée dire, c'est que… Madame Kassamboulé, ces propositions qui ne répondent pas du tout à vos domaines d'intervention, est-ce que ce sont des propositions qui ont quand même un rapport avec l'environnement? Il y en a qui ont un rapport avec l'environnement, mais lorsque, par exemple, comme je l'ai dit, ce sont des sujets qui ont été maintes fois médiatisés ou reportés, ça nous disons, ça ne sert à rien de donner des sous pour ça, parce que l'information existe déjà. Mais par contre, ce que nous disons, quelqu'un peut me poser la question, mais bon, tous les sujets environnementaux sont traités. C'est vrai que ça peut être un même sujet, mais l'approche, l'angle peut faire la différence. Nous pouvons tous aller à une conférence de presse. Mais à partir de cette conférence de presse, moi, je peux tirer un angle qui va faire en sorte que quand je reviens à ma rédaction, que je propose mon sujet, ou quand je propose, par exemple, ce sujet-là, cet angle qui est différent à une organisation de financement, une organisation qui accorde les subventions, cette organisation ne va pas hésiter parce que je donne juste un exemple concret. Nous parlons tout de suite, par exemple, de l'éboulement dans une zone minière. Quand il y a éboulement, tout le monde a tendance à revenir sur les faits. Il y a eu éboulement, il y a eu autant de morts, il y a eu… Mais ça, c'est l'actualité. Tout le monde a cette information. Mais si je veux vraiment, moi, je ne vais pas revenir sur l'éboulement, mais je vais chercher un angle. Et là, que je sois tout à fait sûr que cet angle-là ne sera pas beaucoup traité par les gens. Je peux revenir, par exemple, sur savoir est-ce qu'il y a eu une entreprise minière qui a travaillé sur ces sites avant, par exemple, que les exploitants artisanaux viennent y travailler? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a eu des études d'impact environnementaux qui ont été réalisées? Est-ce que je vais prendre un angle qui va m'amener, ou bien quelles sont les retombées? Quand il y a tout ça, ou les conséquences sur les communautés qui vivent, parce que même quand il y a une zone minière, il y a toujours les communautés tout autour. Quelles sont les conséquences de cette activité sur les communautés? Je vais essayer, au lieu de rester dans ce que tout le monde fait, je vais essayer de chercher juste un angle qui va me différencier un tout petit peu des autres. Et lorsque je viens avec cet angle, je le propose à un éditeur, il ne va pas refuser. Bonjour, Monsieur Daouda. Monsieur So, vous êtes avec nous? Je crois que nous allons revenir à lui et continuer avec Madame Kassamboulé. Vous avez dit quelque chose au début de ce webinaire, qu'on ne peut pas manquer de sujets environnementaux. Non, on ne peut pas manquer. Parce que nous parlons des éditeurs. L'environnement, en fait, aussi, c'est tout ce qui nous entoure. Quand nous regardons à côté de nous, on peut aller même… Il y a un lien entre d'abord l'air que nous respirons. On peut parler de la pollution. Lorsqu'il y a des activités
qui sont menées par, que ce soit des particuliers, que ce soit des compagnies, des entreprises, on peut parler de la pollution. Ça rentre dans le domaine environnemental. On peut aller même dans l'agriculture. Il y a un lien entre l'agriculture et l'environnement. Nous pouvons avoir dans certaines zones, par exemple, c'est l'agriculture qui est un des facteurs de la déforestation. On peut avoir quelques cultures où la manière de faire l'agriculture, par exemple, quand on procède par des cultures, on doit d'abord brûler l'espace avant de venir planter. Ça veut dire, on peut aller juste observer les agriculteurs. Eux, ils connaissent le changement climatique. Ils vivent déjà cela. Parce qu'on peut juste choisir de faire une petite enquête auprès des agriculteurs pour savoir comment est-ce qu'eux, ils vivent le changement climatique et comment ils font. Parce qu'avant, par exemple, moi, dernièrement, j'ai été avec quelques paysans. Ils me disaient qu'avant, ils savaient exactement. Ils disaient, par exemple, le 15 septembre, c'est le début de la pluie. C'est-à-dire quelques semaines avant le 15 septembre, ils ont mis en terre leurs semences. Mais ils se rendent compte que les choses ont changé. Et maintenant, ma curiosité, c'était de savoir comment ils font pour s'adapter à cela. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été à l'école, il y en a qui ont appris sur l'État, mais comment ils font pour s'adapter à ça? Tout ça, ce sont des sujets qui peuvent être couverts par des journalistes qui s'intéressent aux questions environnementales. Des sujets, en tout cas, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a dit, on ne peut pas manquer de sujets en environnement parce qu'il y en a plein. L'environnement, Madame Kassamboulé, touche, comme vous le dites, plusieurs domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'eau, que ce soit notre écosystème, la biodiversité, la santé, même les transports, la pêche, que ce soit les transports aériens ou maritimes. Absolument. Mais comment trouver de bons sujets sur l'environnement? Comment on arrive à dénicher des sujets qui ne sont pas encore traités ou qui sont très peu traités dans les médias? Voilà, ça c'est une bonne question. Aussi, tu sais, quand on est journaliste, on doit lire. Non seulement lire les livres, mais lire aussi les articles des autres. En lisant, par exemple, un article produit par Kossi, je peux me rendre compte que Kossi a juste utilisé tel angle. Et là, je peux découvrir l'angle qui a manqué ou l'angle que je peux, moi, exploiter à partir de l'article de Kossi. Deuxièmement, lorsque nous allons à des conférences de presse ou à des ateliers qui sont organisés par les scientifiques, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, ils vous invitent pour vous donner les résultats. Mais vous recherchez leur rapport. Et lorsque vous essayez de lire leur rapport, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs sujets. Parce que dans l'atelier, ils ne vont pas revenir sur tous les détails, mais dans l'atelier, ils vont vous donner un résumé. Mais vous, en lisant tout ce qu'ils ont produit, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs angles à découvrir, il y a plusieurs angles à traiter. J'ai dit en lisant, j'ai dit aussi, tu sais, en s'informant. Nous informons, mais nous devons aussi nous informer. Nous devons nous informer. Je donne un exemple. Lorsque un projet a été financé, par exemple, par une banque, oui, on vous invite pour vous annoncer, voilà, nous avons un projet qui a été financé par une banque. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Cherchez, entrez dans les manuels de la banque. Parce qu'en ce moment, presque toutes les compagnies sérieuses ont, comment je peux dire, ont un secteur ou ont un service d'environnement en leur sein. Alors, voyez qu'est-ce qu'ils ont dit. Est-ce que dans leur manuel, ils disent qu'avant de financer ou bien avant d'accorder un financement pour l'organisation d'une activité, nous avons besoin d'avoir que l'entité en question ait préalablement fait, par exemple, des études d'impact environnementaux. Et là, vous allez trouver des choses qu'eux disent par rapport au financement qu'ils accordent aux entités.
Et vous allez juste rentrer dans ça et regarder, OK, ils ont dit qu'ils ont accordé le financement à telle organisation ou à telle entreprise. Et vous pouvez assurer le suivi pour vous dire, dans leur manuel, ils disent ABCD. Est-ce que ces ABCD-là, vous les retrouvez dans ce qu'ils ont fait? Et il y a même, nous parlons de l'exploitation illégale. Quand nous parlons de l'exploitation illégale, on peut pas, il y en a qui disent, ah oui, de l'exploitation illicite. C'est vrai, illégal, illicite. Mais c'est possible de se dire, OK, dans cette exploitation illégale, d'abord, il faut être capable, il ne faut pas juste dire illégal sans preuve. Il faut être capable de prouver, de démontrer que c'est réellement une exploitation illégale. Et c'est possible de le faire en cherchant les données. Donc, je suis juste en train de dire, je vais essayer, comme tu as dit, que il n'y a pas une présentation magistrale, nous sommes juste en train d'essayer de partager des expériences que moi, je me dis, là où ce qui peut aussi faire la force de journaliste, c'est de choisir de ne pas travailler seul, de choisir de travailler en collaboration. Je peux dire, je sais par exemple que Kossi est fort dans les données, ou bien dans la cartographie ou dans les graphiques. Je me dis, OK, moi, par exemple, je vais travailler avec Kossi parce que pour mon histoire, j'aimerais non seulement en parler comme ça, mais venir avec des données. Et c'est lui qui peut aider à ce que nos lecteurs puissent facilement comprendre ces données, c'est qu'aussi. Donc, à ce moment-là, je vais me dire, non, je ne veux pas travailler seul, mais je vais travailler avec aussi en collaboration. Et lorsque nous travaillons en collaboration, nous allons mettre ensemble deux intelligences. Et si nous sommes à trois, nous disons trois intelligences, ce qui fait que l'article que nous allons produire n'aura pas le même impact que si je l'avais produit seul. Et puis, quand nous disons, parce que c'est que, par exemple, ce qui se passe dans mon pays, ça peut être la même chose qui se passe au Cameroun, ça peut être la même chose qui se passe au Togo, parce que nous sommes dans un réseau. Pourquoi ne pas nous dire, hey, tu appelles un journaliste, tu dis, voilà, j'ai telle idée. Est-ce que ce n'est pas possible que nous puissions faire un travail en groupe, un travail collaboratif? Et à ce moment-là, nous allons montrer l'impact de la situation, non seulement au niveau d'un pays, mais ce sera au niveau de plusieurs pays. Et cela aura beaucoup plus d'impact que si je le faisais seul au niveau local. Donc, voilà un tout petit peu à ce niveau ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Kassamboulé. Enfin, nous avons avec nous Daouda Sow qui prépare aussi une émission dans quelques minutes. Rapidement pour vous, Monsieur Sow, nous savons que vous êtes un rédacteur aussi en chef et que vous avez remporté un prix environnemental. Ma question pour vous, d'abord, c'est de savoir, puisque nous nous intéressons ici à l'environnement, est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, le reportage qui vous a permis de remporter en 2020 le prix spécial littoral et écosystème marin des prix EGICOM en journalisme? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce reportage? Tout d'abord, bonjour Kossi et bonjour aussi à tout le monde. Merci beaucoup également pour l'invitation à participer à ce panel en tant que panéliste et à rencontrer aussi d'autres consoeurs et confrères qui partagent avec nous cette même passion. Par rapport à ta question, pour ce qui est du prix qui a été remporté en 2020, nous avons travaillé sur une thématique qui concerne plus particulièrement l'érosion côtière. Il s'agit aujourd'hui de l'impact de la brèche aujourd'hui de Saint-Louis sur les populations environnantes. Il y a eu quelques années de cela au Sénégal avec les inondations aujourd'hui. Saint-Louis, qui est une presqu'île, qui est une localité où presque tous les cours d'eau de ce pays-là se rencontrent, c'est-à-dire le fleuve Sénégal, des lacs, d'autres formes, l'océan également Atlantique et d'autres formes aujourd'hui de cours d'eau se rencontrent aujourd'hui au niveau de cette localité-là. Donc, cette localité a failli être prise par les eaux de pluie. Les autorités de l'époque, pour trouver une solution, avaient creusé une brèche qui, à l'époque, ne mesurait que 4 mètres. Mais c'était une solution dans l'urgence pour éviter aujourd'hui que cette région du nord du Sénégal, qui, je le rappelle, était la première capitale du Sénégal, bien avant que la capitale soit délocalisée après les indépendances au niveau de Dakar. Donc, cette région qui a failli aujourd'hui être engloutie par l'eau, pour trouver une solution, l'État avait aujourd'hui creusé une brèche de 4 mètres. Maintenant, de 4 mètres,
cette brèche s'est élargie et au fil des années est allée jusqu'à plusieurs kilomètres. Donc, occasionnant d'énormes dégâts au niveau des populations, déjà la salinisation des terres, puisque les populations qui étaient au niveau environnant, c'était des populations qui, pour la plupart, pratiquaient le maraîchage. Mais avec cette brèche qui ne cessait de s'agrandir, ça salinisait leurs terres. Ils n'arrivaient plus à pratiquer l'agriculture. Pour d'autres, ça a complètement pris leurs habitations. À l'époque, une localité, un village qui s'appelait Dunba Badjei avait été complètement rayé de la carte. Ce village n'existait plus. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vies humaines puisque Dunba Badjei, à l'époque, les autorités avaient pris les devants pour essayer de délocaliser un à un ces populations jusqu'à ce que toutes les populations puissent être délocalisées dans une autre localité qui, à l'époque, avait été appelée Dunde en hommage à leur localité qui avait été prise par les eaux. Donc, des années plus tard, c'est sur ça que j'ai travaillé pour montrer l'impact qu'a eu aujourd'hui cette solution qui était juste une solution ponctuelle à l'instant T, mais qui, au fil des années, a créé d'énormes dégâts au niveau des populations, pour ce qui est de leur agriculture, de leur maraîchage, pour ce qui est aujourd'hui même de leurs habitations, puisque toutes des familles ont été aujourd'hui obligées de déménager. D'autres populations également ont été obligées de tout abandonner pour aller se délocaliser ailleurs à cause de cette situation-là. Et ce reportage a été produit en 2020. Mais aujourd'hui, 2 ans plus tard, on a comme l'impression que le phénomène est toujours d'actualité. Au moment où nous tenons ce panel aujourd'hui, se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP27. Et pour les pays africains, il y a un problème qui les intéresse au plus haut point, au-delà même des pays africains, je dirais les PMA, les pays les moins avancés. Il y a une question qui les intéresse au plus haut point à l'occasion aujourd'hui de cette COP27, au-delà de la question des financements, au-delà également de cette question de l'adaptation. Il y a aussi la question du financement des pertes et préjudices. Aujourd'hui, cette localité dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui avait été complètement rayée de la carte, ça, c'est que c'est une chose qui a été perdue. Donc, une chose qui est perdue à cause aujourd'hui des conséquences de ce changement climatique, cela ne peut être repris. Et ça, rien n'était prévu pour ce qui est de mécanismes de financement climat. Rien n'était prévu pour ce cadre-là, à savoir les pertes et préjudices. D'où aujourd'hui l'intérêt pour les pays industrialisés qui sont les plus grands pollueurs. L'Afrique, nous le savons, est le continent qui pollue le moins, mais subit le plus les effets de cette pollution-là. Monsieur Daouda Sow, une question, vous êtes rédacteur en chef. Comment couvrir les pertes et préjudices dont vous parlez? Comment proposer des sujets sur les pertes et préjudices? Aujourd'hui, comment couvrir les sujets sur les pertes et préjudices? C'est d'abord les identifier. D'abord, au niveau de nos localités, comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Saint-Louis, au niveau de nos localités, en tant que journaliste, faire valoir d'abord ce qu'on appelle le principe de la proximité affective et de la proximité géographique. Aujourd'hui, comment dirais-je encore, le lecteur ou le téléspectateur ou celui qui vous suit, en tout cas, à travers votre plateforme, qu'il soit numérique, qu'il soit vidéo ou audio, d'essayer de travailler à des sujets qui montrent aujourd'hui l'impact de ces relations-là entre changement climatique ou effet des changements climatiques et impact que cela a au niveau des communautés. Essayez aujourd'hui d'identifier des communautés au niveau de des communautés environnantes. Essayez aujourd'hui le continent ou bien même la région, voir ce qu'on a en partage en matière de pertes et préjudices, identifier ces sujets-là, essayer de travailler aussi sur les statistiques déjà existantes, essayer de voir avant nous qu'est-ce qui a été fait par d'autres confrères ou par d'autres consoeurs sur la même question. Ça nous servira déjà de base. Ensuite, essayer de voir tout ce qui a été écrit en Skilanda, et ça nous permettra d'avoir une meilleure documentation pour mieux préparer un sujet pareil. Monsieur, j'imagine que vous devez partir, vous êtes encore là pour 2 minutes. Marc, peut-être ma dernière question pour vous, avant que vous ne commenciez votre émission, c'est quelqu'un, par exemple, qui est en lien avec la COP27 qui se tient en Égypte, veut proposer un sujet
au bureau, au bureau de Dakar de Medi One TV. Quel serait le bon sujet pour vous, M. Daoudassou? Aujourd'hui, on sait, on lit beaucoup d'articles sur que faut-il attendre de la COP27, quelles sont les grandes décisions qui seront prises, qu'est-ce qui va changer à la COP. Mais pour vous, c'est quoi le bon sujet? Peut-être pour le lecteur sénégalais ou pour, la population sénégalaise? Moi, je dirais ce qui ressortirait aujourd'hui de cette COP, surtout comme avancée. Il y a une chose pour laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est des appellations du genre COP de la dernière chance, COP de l'action et consorts. Aujourd'hui, pour moi, c'est assez dangereux dans la mesure où si aujourd'hui on fait de cette COP 27-là la COP de la dernière chance pour le continent, ou bien la COP de l'action, si au final, qu'on sait que jusqu'au dernier jour des négociations, toutes les choses peuvent changer, ou bien le moindre petit truc peut faire basculer les choses d'un côté ou de l'autre. Ça a été le cas lors de la COP26 à Glasgow. Imaginez aujourd'hui qu'on qualifie cette COP de l'action, de COP de la dernière chance, de COP de la justice climatique, et qu'au final, on sorte aujourd'hui de ce rendez-vous du climat insatisfait par rapport aux attentes. La première idée qui viendra, c'est que donc cette COP a été un échec. Alors que si on regarde de plus près, ça n'a pas forcément été un échec, puisque sur tel aspect, il n'y a pas eu d'avancée, mais sûrement sur d'autres, il y a eu de petites avancées qui, à la longue, ces sommes de petites avancées aujourd'hui vont faire qu'on arrivera à des actions concrètes. Donc, moi, Monsieur Daouda, votre micro n'est pas activé. Ici. Voilà. Que ce soit la COP de Glasgow, aujourd'hui, qui a eu la COP 26. Donc, essayez de voir pour cette COP-là, qu'est-ce qu'il y a comme avancée, qu'est-ce qui s'ajoute par rapport aux dernières décisions sorties de la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow. Merci, M. Sow. Madame Kassamboulé, je disais au début de cette session que pour moi, je l'imagine comme rédaction, une conférence de rédaction, ensemble, on discute. Voilà, je vous mets dans la peau de la nouvelle rédactrice en chef de cette session-là. Et qu'un journaliste, par exemple, vous proposez un sujet sur la COP27, un sujet forcément lié à l'environnement, quel serait pour toi peut-être un bon sujet pour les lecteurs congolais? Parce que les réalités sont souvent différentes des pays. Ce qui est peut-être une urgence ici à Lomé n'est pas le cas qu'on soit peut-être à Dakar ou forcément en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Les réalités sont toujours différentes quelque peu, même si elles se ressemblent. Mais pour vous, quel sera peut-être le bon angle qu'un journaliste devrait envisager ou qu'un journaliste devrait pouvoir traiter sur... En fait, pour moi, le bon angle serait de, déjà à partir de là, savoir connaître les retombées de ce que moi j'appelle, bon, je ne sais pas si je peux appeler slogan, ou de la position prise par mon pays, la RDC, parce que mon pays s'est présenté à la COP comme étant un pays solution. Et maintenant, un journaliste qui est en Égypte, qui veut proposer un sujet, il faudrait qu'il vienne avec un sujet qui va expliquer, qui va nous permettre de comprendre si réellement la position de la RDC, pays solution, a été prise en compte et comment cela sera-t-elle prise en compte. Parce qu'en réalité, c'est ce que les communautés attendent, parce que les communautés se disent, nous avons nos forêts séquestrent le carbone, nos forêts aident à la dépollution de ce que nous n'avons pas produit comme pollution. Et donc, c'est tout à fait normal et logique que nous puissions avoir une contrepartie. Les communautés attendent cela, mais si c'est un autre discours, à ce moment-là, nos communautés, ça peut être aussi nos politiciens peuvent se dire, bon, vous avez promis, vous ne donnez rien, nous devons nous développer, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà. Quelqu'un qui vient avec un sujet pareil, et puis un autre, je dirais, les journalistes qui sont là-bas, ils ont une grande opportunité de pouvoir mettre la main sur plusieurs personnes. Moi, par exemple, je souhaiterais à ce que quelqu'un qui est là-bas, qui se dise, OK, je vais essayer de tendre mon micro aux représentants des différents pays africains. Il peut se dire, par exemple, je commence par l'Afrique centrale pour voir si finalement, au-delà
de tout ce qui s'est dit dans les conférences, dans les rencontres officielles, nous continuons à fixer nos regards du même côté. Parce que c'est ça aussi qui fera notre force face aux autres aussi. Parce que si nous y allons de manière isolée, ça ne fera que nous affaiblir. C'est vrai que de manière officielle, nous savons que l'Afrique s'est préparée pour y aller comme un ensemble. Mais moi, si j'étais là, ou si je voudrais demander à un journaliste, c'est de savoir maintenant, à suivre pour vraiment être sûr que l'Afrique y est comme un ensemble, mais pas comme entité isolée ou décentralisée. Donc, si je dois me résumer, je pourrais dire que nous attendons réellement beaucoup de nos journalistes qui sont là-bas, en plus de nous montrer des belles photos, des belles images, nous avons besoin aussi de belles analyses parce qu'ils ont là-bas, ils ont toute la crème là-bas, ils ont des experts qui sont là-bas, ils ont même les journalistes spécialisés sur des questions environnementales d'autres pays là-bas. Ils ont la possibilité de vraiment maximiser, de faire en sorte que quand ils vont revenir dans nos pays respectifs, qu'ils puissent vraiment nous alimenter avec des sujets que moi j'appellerais peu répondés, peu médiatisés. Depuis que vous coordonnez les demandes de subventions au sein du Pulse Center, quels sont les sujets que vous avez particulièrement appréciés? Je sais qu'il y a eu énormément de sujets qui ont reçu des subventions, mais est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être les dernières propositions qui ont été acceptées et pourquoi vous les avez acceptées, qu'elles avaient d'original? Il y a plusieurs propositions qui ont été acceptées, mais quand nous parlons des dernières, il y a des propositions qui nous ont particulièrement, parce que je ne travaille pas seule, je travaille avec les membres du comité. C'est des propositions qui ont été faites par des journalistes qui ont accepté de travailler en collaboration. C'est-à-dire, nous avons des journalistes, par exemple, de la RDC ou du Congo-Brazzaville, du Cameroun, qui acceptent de se mettre ensemble pour travailler sur un sujet. Je donne un exemple, il y en a qui ont travaillé sur les forêts sacrées. Tu vois, quand on parle de forêts sacrées, c'est une thématique qui est purement traditionnelle, qui est propre à l'Afrique. Mais ces journalistes ont pu démontrer que les forêts sacrées seraient une solution, en fait, pour aider à la préservation de la forêt. Et tu vois le lien qu'il y a entre nos traditions et la forêt. Alors, tellement ils ont fait un bon travail, ils ont cherché des données, ils sont allés à la source pour rencontrer les chefs coutumiers. Ça a été, je dirais, un sujet qui a rencontré l'unanimité et tout le monde a apprécié ce sujet. Nous nous sommes dit, on leur accorde la chance d'aller de l'avant. Il y a plusieurs autres sujets. Par exemple, d'autres, je ne peux pas en parler parce que les gens sont encore sur le terrain. Par exemple, lorsque les gens... bon, je peux en parler comme ça, mais sans citer le pays où ils le font. Tu vois, par exemple, quand les gens se décident à suivre, comment je peux dire, tu vois, on parle de l'exploitation illégale, mais ils se disent, OK, on va essayer de retracer, savoir ça vient d'où, ça passe par où, ça va où, ça finit où. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça va nous montrer, tu vois, ça touche à plusieurs aspects, comme on le disait. Ça va toucher, c'est vrai, on voit déjà l'aspect de la transparence, mais on est dans l'environnement. Ça va toucher à l'aspect des données, on est dans l'environnement. Ça va toucher en réalité même aux relations entre différents pays. Bon, bien sûr, on va montrer En fait, je me dis, c'est un sujet qui sera... Je suis juste en train d'attendre les résultats et je me dis, ce sera un bon sujet. Il y a un autre qui m'a aussi... parce que c'est quelque chose qu'on rencontre pratiquement dans toute l'Afrique centrale, le fait que les gens recourent au charbon de bois.
pour la cuisson. Et là, c'est un autre moteur de déforestation, c'est-à-dire les gens sont obligés de couper le bois et quand on coupe, est-ce qu'on replante? Ça, c'est aussi notre question. Il y a ces genres de sujets, en tout cas, moi, je préfère, j'apprécie beaucoup plus quand il y a une collaboration. Comme je l'ai dit, quand il y a une collaboration, nous mettons ensemble nos forces. Par exemple, si moi, je sais que je ne sais pas produire des vidéos, mais je travaille avec quelqu'un qui peut produire une vidéo, ça, ce sera quelque chose, ce sera un plus. Et en travaillant en collaboration, je peux aussi apprendre de lui. Et je dirais qu'en ce moment, moi, je suis en train de pousser le journaliste à accepter de travailler en collaboration. Parce que quand on regarde, par exemple, des reportages de collaboration au niveau, à un haut niveau, c'est-à-dire au niveau international, où les médias internationaux ont travaillé en collaboration avec les médias nationaux et locaux, l'impact est vraiment grand et l'impact fait que les choses bougent. Et nous souhaitons aussi avoir ce genre d'impact dans le domaine environnemental. Et je me dis, la voie pour y arriver, c'est passer par accepter de collaborer et de collaborer de la bonne manière. Ça ne sert à rien de continuer avec, comment je peux dire, nos petites, comment je peux appeler cela, savoir nous dire, non, c'est d'abord, je garde ça pour mon média. Oui, c'est bon quand on se dit, mais quand toi tu publies seulement dans ton média, l'impact ne sera pas le même que si nous publions dans 10 médias au même moment. Nous avons une question, Madame Kassambouli, une question d'un participant qui demande, je voudrais savoir quelles sont les conditions d'octroi de ces subventions et est-ce qu'elles sont destinées à certains pays ou à tous les pays africains? Très bien. Ça, c'est la question qui revient toujours. C'est vrai que quand on appelle le projet porte le nom de bassin du Congo, parce qu'on a commencé, on devait commencer quelque part, mais on a toujours dit que c'est vrai que nous avons commencé par le bassin du Congo, mais nous avons à ce niveau, jusqu'à ce jour, nous avons déjà subventionné de journalistes qui sont au-delà du bassin du Congo. Donc, c'est pour dire que tout journaliste qui vient avec un sujet qui répond à nos critères, ce journaliste-là, et un sujet peut reporter, ce journaliste-là a la chance de recevoir une subvention de notre part. Et ce que je peux recommander aux journalistes, c'est simplement d'aller sur notre site et de lire calmement les instructions. Parce que, je le dis, il y en a qui viennent, qui soumettent leurs propositions, mais ils se donnent pas, on a comme l'impression qu'ils ne se donnent pas la peine de lire attentivement les instructions. Parce que si vous lisez les instructions, à chaque étape, nous avons fait le formulaire de telle sorte qu'il puisse guider les journalistes à chaque étape. Et lorsque vous lisez les instructions à chaque étape, vous le remplissez et lorsque vous soumettez un dossier qui est complet, vous avez, je peux dire déjà 6%, vous avez déjà 60% de chances que ça puisse passer. Et puis le reste, nous regardons. Je donne un petit exemple. Votre public cible, parce que là, il y a aussi des journalistes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'à un certain niveau, nous recalons leurs propositions. Par exemple, mon public cible, ce sont les communautés locales. Ou bien mon public cible, c'est la société civile. Lorsque mon public cible, c'est la société civile, je dois proposer un format délivrable il faut que je sois sûr que le format délivrable que je propose, ce sera un format qui pourra atteindre la société civile. C'est-à-dire que la société civile se sentira confortable à ce format-là et pourra facilement lire. Quelqu'un qui dit « mon public cible, ce sont les communautés » et qui propose les médias en ligne. Dis-moi si ce sont les communautés qui sont dans un endroit où il n'y a pas d'Internet, où l'accès à l'Internet est difficile et tes publications, tu les mets en ligne. Est-ce que tu vas atteindre ton public cible? Tu ne vas pas atteindre ton public cible. C'est-à-dire qu'il faudrait que les journalistes puissent aussi faire un lien entre les formats des livrables qu'ils proposent et leur public cible.
parce que moi, je me dis, si ce sont les communautés, le bon format serait proposer les radios communautaires, et non seulement en français, mais aussi en langue locale. Et ça permettra à ce que votre message puisse toucher les premières personnes concernées. Voilà, mon micro il était désactivé. Je Ouais. me disais sur la question des formats, j'aimerais bien revenir sur cet aspect. Est-ce que, par exemple, des reportages, des propositions de reportages qui incluent des éléments audio ou visuels, est-ce que ces genres de reportages sont les plus prisés? Ça, c'est ma question à moi, mais je pense que tu peux répondre après. Il y a une autre question d'un confrère et la question nous ramène encore dans la salle de rédaction. Je la lis assez rapidement. Accepteriez-vous les sujets qui traitent d'une région, par exemple? Je suis au Cameroun et je vais écrire sur l'utilisation des briquettes, des briques cuites dans les constructions des édifices publics dans une région. Je ne nomme pas la région, mais est-ce que ce sont des genres de sujets qui vous intéressent? Ok, ça c'est une bonne question. Le problème n'est pas de me dire est-ce que le sujet sur les briques cuites pour la construction, mais il faudrait voir, parce qu'on parle des briques cuites, qu'est-ce qui est derrière les briques cuites? C'est-à-dire ils utilisent la forêt, il y a une déforestation qui se fait. Voilà, il y a autre chose que j'aimerais à travers cette question souligner, c'est que quand vous devez soumettre votre proposition, là, on vous demande de décrire votre projet. Vous devez décrire en sorte que les gens se rendent vraiment compte qu'il y a un lien entre ce que vous proposez et la thématique qui est couverte par l'organisation en question. Parce que quand vous me dites les briques cuites comme ça pour la construction, moi, je peux vous dire « et après ». Mais maintenant, c'est l'approche ou l'angle que vous allez prendre qui va permettre aux membres du comité de se dire « ça, c'est un bon sujet ». Et puis, comme j'ai dit, nous avons les membres du comité. Il y en a qui viennent avec un sujet localisé. C'est-à-dire qu'ils se disent « c'est juste, on va le faire sur, sur mon entité ». Mais comme les membres du comité, ainsi que moi-même, nous sommes tous journalistes et nous œuvrons dans le domaine environnemental, nous pouvons vous dire « non, ces sujets-là auraient beaucoup plus d'ampleur si au lieu de vous arrêter juste à votre localité, vous acceptiez de l'étendre, mais dans votre pays, vous prenez par exemple 3 entités et allez dans ces entités-là, essayez de parler de ce sujet. À ce moment-là, nous les faisons, nous essayons d'aider les journalistes aussi à améliorer la qualité de ce qu'ils proposent chez nous. Lorsqu'au préalable, au départ, nous voyons que l'angle, et c'est déjà un angle qui est bien et qui peut être retenu. Est-ce que Madame Kassamboulé est prête à aider les journalistes pour avoir des données? Et cette question rejoint une autre que nous avons reçue d'un autre confrère au tout début, la question de savoir comment assurer que les informations que vous avez proviennent de sources fiables basées sur la science. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de lien. La première question, c'est est-ce que vous pouvez aider les journalistes à obtenir des données ou des sources? Mais cette question, c'est la deuxième, c'est comment s'assurer que les informations proviennent de sources fiables? Oui, je commence par la deuxième. Pour la deuxième, je vais juste par nous concernant. Lorsque nous accordons la subvention aux journalistes, nous leur accordons cette subvention pour leur permettre d'être indépendants. Cela revient à dire que le Rainforest Journalism Fund ne joue pas un rôle éditorial. C'est-à-dire, lorsque vous venez avec votre sujet, nous demandons toujours une lettre d'engagement des médias. C'est-à-dire, vous avez votre éditeur. C'est l'éditeur qui est responsable de vos productions. Parce que imaginez, si nous vous accordons le financement et nous jouons un rôle éditorial, comment est-ce que nous allons nous prévaloir? Comment est-ce que nous allons dire nous contribuons à l'indépendance du journalisme en Afrique? Alors, nous disons maintenant là fièrement que nous contribuons à l'indépendance du journalisme en Afrique parce que nous n'avons pas une même mise sur l'édition.
Alors, c'est-à-dire, il n'y a que votre éditeur qui est capable de contrôler, de surveiller. Nous, ce que nous faisons, nous vous accordons la subvention. Alors, s'agissant de la première question, nous avons un grand réseau. Tout dépend du sujet. Parce qu'au niveau du Pulitzer, nous avons même un projet qui travaille sur l'investigation. C'est-à-dire, lorsque je regarde le sujet, je peux me dire, OK, par rapport à ce sujet, je peux orienter le journaliste vers tel qui peut l'aider pour les donner. Et puis, dans ces grands réseaux, nous avons des experts. Nous avons des experts et tout ce que nous faisons, c'est mettre le journaliste en contact avec les experts. Et quand nous mettons les journalistes en contact avec les experts, il revient aux journalistes parce que ce n'est pas à nous de faire leur travail, mais nous facilitons juste ce contact. Et lorsque nous les avons mis en contact, nous laissons les journalistes travailler librement. Bonjour, est-ce que par exemple un reportage sur une relique forestière béninoise pourrait être financé par le Rainforest Fund? Je reviens encore pour le dire, comme je l'ai dit, quand on dit juste reportage sur une relique, pour moi, ça ne veut rien dire parce que je veux voir l'angle que tu vas prendre. On peut parler de relique, oui, mais quel est l'angle? Et puis, peut-être que si Kossi peut me le permettre, à la fin, je peux essayer de partager sur la page de Kossi. Je vais partager parce qu'il y a une opportunité maintenant là que Pulitzer accorde aux journalistes qui va même au-delà des forêts. C'est-à-dire les journalistes qui sont au niveau de l'Afrique, qui sont intéressés, ils peuvent soumettre. Mais ça se trouve, c'est en anglais. Et des gens m'ont posé la question, mais c'est en anglais. Je leur ai dit, mais c'est une raison de plus pour que nous, journalistes, acceptions de travailler en collaboration. Et quand je parle de cette collaboration, nous avons un cas, plusieurs cas d'ailleurs, où les francophones ont accepté de travailler avec les anglophones et ils produisent des livrables aussi bien en français qu'en anglais. Monsieur Daudasso, je crois qu'il est toujours avec nous. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir et partager encore une fois avec nous votre expérience sur la couverture du mangrove du Saloum? Oui, la zone du Saloum, à savoir plus particulièrement les îles du Saloum, c'est une zone aujourd'hui riche en écosystèmes marins surtout, où une bonne partie des communautés aujourd'hui dépendent des ressources issues de ces écosystèmes marins-là, surtout les mangroves. On a une forte présence des mangroves aujourd'hui dans cette zone-là, appelée les îles du Sine Saloum. Et donc, cette zone représente ces mangroves-là, tout comme toutes les autres activités autour, représentent des activités économiques considérables. Ce qui sont même, c'est que la nécessité aujourd'hui de ne pas couper la mangrove, le bois de chauffe. Et parmi les activités, on peut voir l'ostréiculture, l'apiculture aujourd'hui, avec le miel à base aujourd'hui de pollen provenant des feuilles génératrices liées également à ces écosystèmes marins-là. Donc, à l'époque, une étude a été menée dans ce sens qui montrait que si c'était aujourd'hui préservé sur l'aspect environnemental, si l'aspect environnemental et préservation de ces mangroves était respecté aujourd'hui sur une durée de 10 ans, cela pouvait permettre à ces populations ou bien toutes les activités économiques qui tournent autour de ces mangroves-là de générer des revenus qui avoisineraient les milliards de dollars. Vu comme tel ou bien dit comme tel, ça peut paraître exorbitant, mais aujourd'hui, l'information phare ou bien ce que cela témoigne ou ce que cela montre, c'est surtout aujourd'hui l'utilité de la préservation et comment aujourd'hui, en préservant notre environnement, comment en préservant cet écosystème aujourd'hui qui nous est propre, cela peut aider aussi à la protéger, mais également à générer des activités génératrices de revenus qui ne vont en rien aujourd'hui entacher ou bien tuer cet écosystème marin-là qu'on a tout autour, ou bien cet écosystème qui se doit d'être préservé. C'est-à-dire le lien entre préservation aujourd'hui de notre écosystème et développement local.
Monsieur Daouda, j'ai envie de vous poser cette question. Dans la description de ce webinaire, nous parlons aussi des sujets qui aident le public à mieux comprendre le genre de la situation, à mieux comprendre la gravité environnementale. Est-ce que vous, pour vous, quels sont les sujets, par exemple, qui peuvent aider le public à mieux comprendre en fait la crise environnementale? Quelles sont les propositions de sujets qui peuvent aller dans ce sens selon vous, monsieur Sow? D'abord, des propositions qui les touchent directement, puisqu'une personne ne se sent pas concernée tant qu'elle n'est pas directement impliquée ou qu'elle sent que la question ne la concerne pas directement. C'est-à-dire aujourd'hui, lui montrer comment cet impact aujourd'hui de ces changements climatiques ou bien de cette crise climatique aujourd'hui impacte les populations de telle localité. Une localité que la personne connaît bien, des populations ou bien des parents, même que cette personne a dans cette localité-là, ce qui montre aujourd'hui une certaine proximité. La personne va plus se sentir concernée si elle sent que ce dont on me parle ne m'est pas étranger. Ce n'est pas aujourd'hui une information qui se passe en Thaïlande, qui se passe en Chine, etc. Même si ce qui se passe en Chine n'est pas indifférent dans la mesure où les conséquences côtières, certes, on peut se limiter juste à ce qui nous concerne, nous, au Sénégal, mais pour plus faire sentir aujourd'hui les Sénégalais lambda, les citoyens lambda aujourd'hui, l'urgence de préserver sa communauté, c'est de lui parler de conséquences à concerner. Mais au-delà également, lui montrer qu'il ne suffit pas juste de donner des problèmes à chaque fois, c'est aussi de montrer des solutions qu'il y a. Puisque au niveau des communautés, ils n'attendent pas seulement les fonds issus aujourd'hui de l'adaptation des fonds verts ou bien des fonds issus de l'atténuation et autres. Les communautés, à leur base également, essaient souvent de se mobiliser, de voir comment, avec leurs propres moyens, eux, ils Un souci de connexion Internet, certainement. Aussi, j'ai un petit mot à Oui, dire. avant de revenir sur je vous donne la parole tout de suite, Madame Kassamboulé, et je vous donne mon OK également pour partager cette opportunité avec les confrères dans le groupe privé du Merci. forum. Je pense que c'est l'objectif même de ce forum, de partager des opportunités aux confrères, aux journalistes. Mais je remarque que nous avons énormément de questions et 1 heure est tellement insuffisante pour éplucher toutes les questions que nous avons reçues. Je rappelle que Madame Kassamboulé est également membre du forum et que elle est aussi très accessible. Vous pouvez aussi la contacter. Il y a deux questions que nous allons prendre avant de terminer. Est-ce que vous préconisez, c'est une question d'une participante, est-ce que vous préconisez de faire des sujets type journalisme de solution pour pousser aussi à l'action, par exemple, et pour ne pas présenter les sujets environnementaux sur le prisme des épisodes catastrophiques ou fin du monde? Ça, je pense qu'il faut d'abord aller avec la première question. Est-ce que vous connaissez des sujets de type journalisme de solution? Oui, justement, je ne sais pas si la personne qui a posé la question m'a suivi. J'ai dit, nous accordons les financements aussi pour les solutions, parce que nous disons, lorsque ça peut être des solutions qui ont été mises en œuvre quelque part, ça peut être par les communautés, nous disons que si on met en exergue ces solutions, ça peut permettre aux autres d'apprendre. Je voulais rebondir aussi sur ce que M. Sow disait par rapport aux mangroves. Ça peut être aussi une occasion pour que non seulement s'arrêter au niveau du Sénégal, parce que les mangroves ne se retrouvent pas seulement au Sénégal, partout se retrouvent les mangroves, et essayer de voir entre le nord, le sud et le centre, essayer de voir ce qui se passe. Ce serait un bon sujet de collaboration, pourquoi pas? La deuxième question, c'est est-ce que par exemple, un sujet traité à l'an 1 en le présentant comme dans une première année, en le présentant comme une bonne solution environnementale, après une enquête approfondie, en ayant tout de même mis en exergue les limites de cette solution ou les problèmes qu'elle peut rencontrer, devient un mauvais sujet quelques années plus tard? Je suis pas sûr d'avoir bien lu ou compris cette question.
Est-ce que, par exemple, un sujet qui a été traité au cours d'une année, qu'on a présenté comme une bonne solution environnementale, et qu'après une enquête approfondie, on se rend compte des limites de cette solution ou les problèmes que cette solution peut rencontrer, des limites que cette solution peut rencontrer, est-ce que finalement l'initiative tombe à l'eau? En fait, moi, je peux expliquer selon ma compréhension parce que là, je reste dans le cadre de projets que nous recevons. Nous recevons des projets, c'est lorsque la personne vient avec une assertion. Disons, par exemple, il y a eu telle alerte et tout. Mais lorsque la personne a déjà les financements, la personne va sur le terrain, la personne se rend compte, en étant sur le terrain, qu'il y a un grand écart entre l'alerte reçue, en étant dans son média, dans sa rédaction, et les réalités sur le terrain. C'est que nous encourageons, nous disons oui, c'est juste pour montrer que c'est comme dans toute œuvre humaine, il y a des erreurs et il y a des erreurs que l'on doit assumer et accepter. Et quand, par exemple, nous avons déjà eu à faire face à ce genre de choses, tout ce que nous demandons aux journalistes, c'est juste d'actualiser, c'est-à-dire de nous dire, voilà ce que j'avais dit, ce que j'ai trouvé. Et là, je travaille avec lui pour comprendre le nouvel angle de traitement qu'il va prendre par rapport à ce qu'il a trouvé sur le terrain. Parce que l'on peut se dire, il y a l'alerte et puis voilà, tout est possible. Et je pense que quand on a fait ça, on peut revenir. Mais il faut que ce soit un projet qui mérite, qui vaut la peine d'être financé. Finalement, Madame Kassamboulé, il y a beaucoup plus de questions liées aux subventions. C'est intéressant. Et je ne sais pas si on va en revenir, mais ce serait déjà super bien de partager, comme vous le dites, l'opportunité en cours avec les confrères. Pour moi, je suis déjà à la fin de cette session. Malheureusement, nous n'avons pas eu M. Yuba Sokonan, à qui j'aurais aimé poser des questions beaucoup plus scientifiques sur la couverture de l'environnement, son point de vue d'expert. Et sur la question, le GIEC fait des recommandations aux journalistes. Et est-ce que lui, par exemple, quels sont les sujets selon lui qui doivent être exploités ou qui doivent être traités par les confrères? D'un point de vue, non pas de journaliste, mais d'experts, malheureusement, il n'est pas avec nous. Mais ce fut une très belle session de beaux échanges. Je vous dis merci à vous, Madame Kassamboulé Esso, mais avant de partir et avant de dire aussi merci aux participants, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, un point sur lequel vous aimeriez particulièrement revenir? Merci beaucoup, M. Kossi, pour cette invitation, pour cette opportunité. J'aimerais juste dire aux journalistes que nous devons, si nous voulons vraiment faire un bon travail, nous devons accepter de collaborer. Acceptons de collaborer parce qu'en collaborant, nous allons produire du travail de qualité et du travail susceptible d'avoir un impact considérable, non seulement sur nos communautés, mais aussi sur les décideurs. Monsieur Sow? Monsieur Daouda Sow. Peut-être qu'il n'est plus là avec nous. Madame Kassamboulé, je vais vous donner un dernier exercice qui n'était pas du tout prévu, d'accord? Je suis un journaliste qui a participé à un webinaire sur comment proposer de bons sujets aux rédactions en lien avec l'environnement. Ce webinaire dont on vient d'organiser ensemble, quel peut être un bon sujet, par exemple, que je trouve au cours de ce webinaire, selon vous? C'est une question qui n'était pas prévue, comme je le dis. Oui, moi, je vais prendre juste l'exemple de M. Sow. Il a fait un travail, il l'a fait chez lui au Sénégal. Et moi, comme je l'ai dit, que nous devons lire, moi, je suis intéressée à lire le travail de M. Sow, parce qu'en lisant le travail de M. Sow, je vois déjà des angles que moi, je peux développer à partir de ce qui s'est passé chez lui au Sénégal, juste pour montrer que ce qui s'est passé, au Sénégal, est-ce que ce n'est pas la même chose qui se passe chez nous? Il a parlé des mangroves. Nous n'avons pas les mangroves seulement là-bas. Nous avons les mangroves aussi en Afrique centrale. Et les communautés sont en train de pas seulement les communautés, les mangroves sont
subissent des menaces de destruction. Et donc, pour moi, ce qu'il faut trouver comme à partir d'ici, ce que je vais déterminer comme un bon sujet, je vais dire tous les sujets sont bons. Ouais. Seulement, il faut lire pour trouver les angles qui n'ont pas été traités par d'autres. Cette phrase importante, je vais la rappeler avant de terminer la session. On ne peut pas manquer de sujet environnemental. Merci à tous les confrères et les consoeurs qui nous ont suivis de plusieurs pays francophones. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe privé du forum ou à m'envoyer un mail ou à contacter Madame Kassamboulé. Elle est très accessible, comme je l'ai dit. Elle partagera certainement, comme elle a promis avec nous dans le forum, l'opportunité en cours, l'opportunité qui est actuellement disponible pour les confrères. Je rappelle aussi que notre réseau international des journalistes IGNet reçoit des propositions d'articles qui émanent des journalistes, mais avec un angle journalistique. Nous, on n'écrit pas, on ne publie pas des contenus pour le public lambda, mais beaucoup plus pour des journalistes. Comment un journaliste, par exemple, peut traiter le climat, peut traiter la biodiversité? Quelles sont les bonnes questions à poser lorsqu'on interviewe un scientifique qui s'intéresse à l'hydrologie? Voilà un peu les questions ou les sujets qui peuvent intéresser nous à IGNet. Et ce sont des sujets que vous pouvez proposer et qui peuvent être publiés pour des journalistes. Des sujets comme ce webinaire, par exemple, comment proposer aux rédactions des sujets sur l'environnement. Mais pour IGNet, comme le dit Madame Kassamboulé, c'est toujours important de lire toujours quels sont les sujets que telle rédaction ou tel organisme ou telle organisation accepte et quelles sont les règles en fait qui vont avec, quelle est la ligne éditoriale. C'est très important. Merci encore et bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi où que vous soyez. Madame Kassamboulé, merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.